Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour l'interview du dimanche et cette semaine. Alors, je reçois des personnes que vous connaissez très bien dans la communauté. Voilà, je vais pas vous dire tout de suite qui c'est. Donc, c'est les cofondateurs d'une société leader sur son marché. Donc, voilà, dans la tokenisation immobilière. Aujourd'hui, ils ont déjà plus de 600 propriétés, levé plus de 120 millions de dollars. Ils sont présents dans 2 pays pour l'instant, mais bientôt on aura d'autres pays. On va en parler tout de suite. Ils ont une communauté francophone très importante, donc ça, on est ravis parce qu'on aime bien les sociétés qui parlent français, donc ça, c'est un bon point pour nous. Ils ont en moyenne un rendement de plus 10%. Et oui, ça, je sais aussi que c'est très important pour la communauté, les rendements. Alors moi, c'est pas forcément ce sur quoi je suis le plus fan, parce que je préfère encore une fois des bons biens immobiliers plutôt que des gros rendements. Mais voilà, je sais que pour vous, c'est important. Donc, mais en tout cas, la moyenne, on est à plus de 10% depuis le lancement. Donc voilà, c'est quand même un track record et des performances qui sont exceptionnelles. Et je suis sûr que vous avez du coup reconnu mes invités. Donc, bienvenue à Jean-Marc et Rémi Jacobson. Merci beaucoup, Cédric, de nous recevoir. Bonjour et on est ravis d'être là avec toi. Bon, merci en tout cas d'avoir du coup accepté mon invitation. Alors, j'ai déjà reçu Rémi sur la chaîne. Jean-Marc, c'est la première fois, donc vraiment, c'est un plaisir de te rencontrer, en tout cas derrière la caméra. Voilà, même si je te vois tous les jeudis sur les CC, donc ça, on est déjà habitué. Et j'ai l'impression que je te connais du coup depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, j'ai l'impression que je te connais, même si je t'ai déjà vu aussi à Paris lors de qu'on avait fait du coup l'apéro. Voilà. Tout Donc, à ça, fait. D'ailleurs, c'est quelque chose à refaire. Absolument. Et quand tu veux, ça sera avec grand plaisir. Si tu veux, on pourra en parler si tu as des idées. Hein. Et encore une fois, c'était très bien l'endroit la dernière fois. En toute transparence, déjà avant de commencer de poser des questions, je voudrais juste rappeler que Realty est sponsor de la chaîne. Voilà, c'est important aussi de le rappeler, mais ça ne m'empêche pas, encore une fois, de rester objectif et critique, parce que oui, je suis, encore une fois, moi je dis les choses, j'aime bien dire les choses, je suis pas béni oui, et je pense qu'encore une fois, ça permet aussi d'aider Realty à construire et de continuer à être leader et nous proposer toujours plus, toujours plus de choses et de toujours dire, bah c'est parfait. Je ne pense pas aussi c'est de quoi les aider. Et en plus, comme il n'y a pas vraiment de concurrence, et ben il n'y a personne pour les pousser derrière eux. Donc voilà, c'est pas forcément. D'ailleurs, si Jean-Marc, tu n'es pas d'accord, tu pourras nous dire par rapport à ce point-là. Mais en tout cas, voilà, moi je dis les choses et voilà, même si encore une fois, Realty est partenaire de la chaîne, je vous remercie d'ailleurs pour cela. Juste du coup, j'ai demandé à la communauté s'ils avaient des questions. Bon, alors encore une fois, vous répondez à beaucoup de questions lors des CC, mais apparemment, en tout cas, la communauté a encore des questions. Donc, j'ai pas mal de questions et on va passer sur 4 grands thèmes. Donc déjà, le premier thème, ça va être vous, vraiment, qui vous êtes. Donc les frères Jacobson, même si on connaît déjà des infos sur vous, et ce qui se passe aussi à l'intérieur de l'entreprise Realty. Ensuite, on va parler rapidement des dossiers en attente. On va parler d'immobilier parce que c'est aussi le principal. C'est important de se rappeler que derrière des tokens, derrière, il y a un réel asset, donc de l'immobilier. Et pour finir, on parlera des perspectives 2025, voire plus. Du coup, je vais déjà vous laisser vous présenter très, très brièvement, s'il vous plaît. Alors, si c'est très brièvement, ça doit être Rémi. Vas-y. Alors, bonjour, je suis Rémi Jacobson, cofondateur de Realty. Je pense que la chaîne me connaît déjà. Qui on est? On est 2 entrepreneurs, on est frères pas par choix, on est partenaires par choix. Je pense que je me souviens pas de pas avoir travaillé avec mon frère dans ma vie. On a fait tout notre parcours ensemble, immobilier, gestion immobilière, crypto, tokenisation. Et voilà, c'est un peu in a nutshell. Alors, moi, je peux juste rajouter que nous avons démarré au Canada. C'est de là, bon, on est Canadiens tous les deux, de nationalité. Nous avons commencé notre parc immobilier, nos investissements immobiliers dans les années 90 au Canada, Montréal et puis Québec, et à travers le Canada, puis aux États-Unis. Et nous avons découvert l'espace crypto très tôt. C'était blockchain à l'époque. Donc, nous avons découvert, c'était Bitcoin, je veux dire, excusez-moi, à l'époque. Et on est devenu des mineurs de Bitcoin fin 2011, début 2012, c'était pendant l'hiver.
Et en 2013, nous avions créé la première ambassade Bitcoin au monde à Montréal, qu'on a incorporé, qu'on a placé à Montréal. Et depuis, on a évolué agressivement dans l'industrie blockchain. Et bien sûr, venant d'abord du monde immobilier et du monde crypto, nous avons toujours voulu rejoindre les deux. Ce n'était pas possible au début d'un point de vue technologique. Ethereum est venu, ça l'a rendu possible. Après, d'un point de vue juridique, il y a eu des précédents aux États-Unis qui ont reconnu les tokens comme étant un contrat. Et à partir de là, Realty est né en 2019, février 2019, et nous voilà aujourd'hui. Ça fait déjà 5 ans, c'est déjà, enfin, en tout cas, c'est une très belle aventure et Merci. on espère que c'est n'est que le début. Vous avez parlé du coup de votre parcours avant dans l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore un portefeuille d'immobilier physique ou est-ce que vous investissez finalement dans l'immobilier uniquement à travers Realty? Alors, nous avons un portefeuille immobilier bien, nous n'avons plus la foncière et les sociétés que nous avions avant. Ça, on les a vendus en 2007, donc il y a longtemps maintenant. Nous avons continué tout le temps les activités immobilières, mais pas en créant de foncière, plus au lance-pierre, en achetant, rénovant, revendant. Donc, c'était des opérations plus qu'autre chose. Nous avons quelques actifs immobiliers qui nous restent de part et d'autre, mais tout le portefeuille que l'on crée aujourd'hui n'est réellement destiné que à Realty. C'est vraiment, toutes nos recherches, nos efforts sont concentrés dessus. Nous avions démarré Détroit avant Realty, nous avons démarré Détroit en 2016, 2017, oui, 16-17, et depuis, nous avons tout shifté sur Realty. Il faut comprendre que on a mis nos projets sur glace, Jean-Marc et moi, exactement. pour Realty. On avait des projets de développement dans des quartiers à Miami qui ont fait un plein essor, mais on a été piqué de la bug Realty. Oui, puis la bug l'intérêt Realty, de travailler sur autre chose, c'était même pas amusant en fait. Oui, et c'est aussi que, c'est vrai, j'apprécie la diplomatie de mon frère, mais c'est vrai aussi que Realty prend énormément de temps. Et on ne peut pas, là en l'occurrence, dans le cas de Realty, contrairement à toutes les autres sociétés que l'on a pu entreprendre, ça prend vraiment un effort et un 110%. temps conséquent, c'est accaparant. Ça prend tout le temps possible et disponible, et même dans la recherche d'immobilier. C'est pas facile de trouver des biens immobiliers régulièrement. Ça nous arrive d'avoir des semaines creuses. Il faut comprendre que les semaines creuses, et de temps en temps, on a eu plus d'1 mois creux d'affilée. Les frais continuent dans Realty. C'est pas anodin, mais on préfère avoir ça que d'avoir de mauvais biens. Mais pour sourcer des bons biens, il faut travailler constamment. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est que le matin, on se réveille avec le sourire, le soir, on est crevé, mais on va dormir avec le sourire aussi. Okay. Vous avez déjà un peu répondu à la prochaine question, mais c'est du coup, est-ce que vous avez d'autres sociétés à part Realty ou alors en tout cas des parts importantes hors CleanSight Mining? Parce que voilà, c'est un peu public CleanSight Mining, mais est-ce que d'ailleurs vous êtes vraiment actionnaire de CleanSight ou pas? Alors Realty est actionnaire de CleanSight, mais on n'est pas dans l'opérationnel. Okay. On fournit la tech, on développe la tech, mais on n'est pas dans l'opérationnel, on n'est pas dans la gestion. On y croit, on aime beaucoup l'équipe, mais on n'est pas du tout dans l'opérationnel. Réellement, la seule société dans laquelle nous sommes dans l'opérationnel, c'est Realty. Point. Il n'y a rien d'autre. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Jean-Marc et moi, comme vous voyez, on n'est pas tout jeune. On a des investissements qu'on a fait à travers nos vies. Mais comme Jean-Marc dit, dans l'opérationnel, dans le day-to-day, dans quelque chose qui nous prend plus qu'1 heure par semaine, c'est que Realty. Le reste, c'est… Voilà, c'est passif, c'est autre chose. Passif. Ok, donc on va rentrer un peu dans l'entreprise Realty aussi. C'est comment vous gérez les désaccords entre vous ou dans la team. Alors après, on va développer sur la team, notamment avec Mickaël. Mais en tout cas, je voulais savoir comment vous gérez un peu vos désaccords entre vous et qui a le dernier mot surtout entre vous. Je suis le frère aîné, il n'y a pas de désaccord, j'ai toujours raison, point. Voilà le premier désaccord. Voilà. Ça commence ici. Donc à chaque fois, ça commence ici et après on retourne au point important. Donc tu peux voir comment ça marche. Écoute, la réalité, c'est qu'on a tous un point commun. C'est le bien de Realty. On a chacun des idées différentes, des visions différentes. Et à la fin, c'est la logique et ce qui est le mieux pour l'écosystème de Realty qui gagne raison. C'est vrai que parfois, c'est des échanges qui sont un peu enflammés. C'est sympa. Mais on est tout ça pour un truc, pour Realty en commun,
Donc, ça finit toujours bien et généralement, on prend les bonnes décisions. Et puis, Généralement. ce que je dois rajouter, c'est que Rémi et moi, nous avons quand même des qualités différentes et des talents bien différents. Ce que Rémi arrive à faire, moi, franchement, charmer les gens, faire des longs déjeuners pour obtenir de pouvoir closer un deal après 3 heures de rendez-vous, etc. C'est pas trop mon fort. Et Rémi, lui, il le fait avec un naturel déconcertant. Par contre, tout ce qui est souvent administratif ou tout ce qui est positionnement et reporting, etc., Rémi, lui, trouve ça rébarbatif, tandis que moi, j'ai une certaine aise dedans. Donc, Ah, je on trouve pas se ça complémente rébarbatif. assez bien. J'appelle ça Jean-Marc. Voilà. Donc, on se complémente bien et on a tendance à, même si on a aussi des troncs sur lesquels on se marche dessus, la réalité, c'est qu'on s'entend bien, on divise bien les tâches. Ça nous permet aussi d'être présents 24 heures sur 24 et de toujours travailler chacun en parallèle et on avance en même temps. Donc, c'est vraiment… On a Et il faut l'habitude de dire, travailler ensemble. Voilà. on se connaît bien. On se Voilà, connaît on se connaît vraiment bien. bien. C'est ça. On se connaît bien. Ouais. C'est l'avantage d'avoir grandi ensemble, quoi. Exactement. cas. Donc oui, on sait Ah, pousser nos non, boutons, non, on sait comment se attention, disputer, on sait ce qui fait attention, mal, etc. Mais on se connaît bien et attention. Il y a 10 ans de différence entre Jean-Marc et moi. ouais, On a grandi ensemble, oui, pendant pas si longtemps. On a vraiment appris à se connaître en travaillant. en travaillant ensemble. Faut imaginer quand il avait 10 ans, j'en avais 20. C'est pas le même monde. Par contre, aujourd'hui, ça y est, quand il a eu 20, quand il avait 20 ans, on a commencé à travailler ensemble très tôt et aujourd'hui, bon, la différence d'âge, on la sent même pas. Non, Ouais, on me dit que je suis le plus vieux souvent. ouais. Visuellement, ça se voit pas, en tout cas. Ouais, Oula, oula, je bouge oula. pas. Après, il y en a un qui a vieilli, peut-être, et un qui a rajeuni. Mais voilà. Comment ça se passe, la relation avec Mickaël? Alors, je pense que cette question, elle a été posée par rapport, parfois, dans certains CC, on peut voir que Ah, Mickaël dit, a fait quelques réprimandes à Jean-Marc en disant, là, on n'a pas le non, temps, et voilà. je Donc, sais. comment se passe votre relation avec Mickaël? Alors, quand on a créé Realty, ça faisait 1 an presque qu'on avait créé Realty, quand on reçoit un texte sur Telegram, je pense que c'était, d'une personne qui était intéressée par en apprendre plus et vérifier certaines choses, comment fonctionnaient les choses. Et nous, on est toujours très ouverts et transparents sur notre façon. Et puis surtout, à l'époque, il fallait justifier qu'un token existe, qu'un token représentait vraiment l'immobilier. Il y avait des gens qui disaient la tokenisation n'existe pas. C'est un scam. Ça, il faut le savoir. Donc, quand cette personne, Michael, nous a contactés, on a parlé. Et en fait, on pensait que ça durerait 10 minutes, mon frère et moi, ça a duré 3 heures. On a trouvé les questions très, très intéressantes. Et on a tout de suite, je pense, vraiment compris qu'on avait des intérêts en commun. Il parlait éventuellement de faire un projet équivalent, mais quand il a vu Realty, il s'est dit pourquoi pas rejoindre les forces. Il avait sa vision qui est beaucoup plus DeFi qu'immobilière, il faut dire les choses. Ça nous a beaucoup plu. Parce que nous, notre but, c'était pas de refaire de l'immobilier. On se comprend bien, on en a fait de l'immobilier. Notre but était vraiment de faire de l'immobilier sur blockchain. Et la vision de Michael, elle était vraiment là où on voulait aller. Donc, c'était vraiment une bonne équipe. Maintenant, dans l'attitude et dans les réprimandes ou autres, non, ça a été la façon dont on a voulu gérer Realty. On n'a pas voulu que Realty soit une société hiérarchique traditionnelle, avec le grand patron qui décide, et puis après une hiérarchie de communication et une hiérarchie de décision. Chacun ne parle qu'au +1 et c'est tout. On l'a fait dans la gestion et ça marche très bien. Il y a des industries où c'est ce qu'il faut faire. Une société n'est pas une démocratie. Dans une industrie comme Realty, dans la création d'une industrie comme Realty, j'aime dire que Jean-Marc et moi, on a toujours su s'entourer de gens où on aime travailler avec des gens plus intelligents que nous. Et avec Realty, on a eu cette chance d'en avoir souvent dans leur domaine qui s'y connaissent vraiment. Michael étant vraiment un talent dans son domaine. Dans la finance Absolument. décentralisée, il comprend bien les concepts, il comprend bien l'importance de la démocratisation de la communauté, de la finance décentralisée, de ce que ça représente et de là où ça peut aller. Donc,
On veut s'entourer de gens comme ça. Rémi a parfaitement raison. C'était ça le but. Alors, est-ce qu'on a les mêmes visions et est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Oui. Est-ce qu'on a la même façon de procéder? Évidemment pas. On vient d'un monde très traditionnel. On vient d'un monde aussi, même si on était très tôt dans la blockchain, il y a quand même un fossé entre, on va dire, la compliance et Michael dans son département de finances décentralisées. Bridger les deux, c'est le rôle de Rémi et de Jean-Marc. C'est ce qu'on fait pendant presque toutes les semaines. Il y a un accro, il y a quelque chose. C'est deux mondes tout à fait différents. Et très souvent, le département compliance est frustré en disant mais il ne peut pas faire ça sans avoir enregistré ça, sans avoir fait tel process et tel machin. Et il y a Michael de l'autre côté qui dit mais on perd un temps dingue à faire ceci ou à faire cela alors qu'on pourrait déjà avoir avancé et bouclé l'exercice. Alors, ils ont tous les deux raison. Ceci dit, nous, on essaie de faire avancer les deux très rapidement. Ça marche souvent. De temps en temps, il y a des blocages. Et il y a des blocages qui sont dus aux régulations, qui sont compliquées, il faut le dire, au fait que quand on a accompli quelque chose, des fois, ce n'est pas une pierre solide. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a une base, on a une régulation, on a un système, et 6 mois après, les régulations ont changé ou le partenaire ne peut plus être disponible parce que c'est le monde blockchain et ils ne veulent plus. Ça nous est arrivé avec PayPal. Et d'un coup, hop, ça part, il faut tout refaire. Ce qui est contraire à une industrie immobilière traditionnelle où on met des pierres, on met des bases solides, on construit dessus, on monte, mais on sait qu'on avance chaque jour. Là, quand on a commencé la tokenisation, c'était tout sauf ça. Alors, de temps en temps, Michael, oui, il est là, il dit non, Jean-Marc, on ne peut pas faire ci, puis Jean-Marc, tu vas trop vite, et puis si tu me dis de faire ça, il faut que j'enlève ça, parce qu'on fait énormément de choses à la fois. Ceci dit, il ne faut pas mal interpréter. On le fait toujours avec le sourire et la bonne humeur. C'est vraiment ça le but. Ça, on le voit. En tout cas, il y a toujours la bonne humeur dans chaque CC. Voilà, parfois, il y a des questions qui peuvent être peut-être un peu touchy. En tout cas, on peut comprendre d'être une société. Encore une fois, parfois, ça peut être complexe, mais en tout cas, vous le faites toujours avec bonne humeur et c'est très appréciable. Merci. Une question du coup. Est-ce difficile de gérer une équipe finalement qui est dispersée à l'international? Alors, je crois qu'il y a même des gens dans la boîte que vous n'avez jamais rencontrés physiquement. Oui, c'est très vrai. Et c'est quand même très moderne en tout cas. Rémi, je te laisse répondre en premier. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Rémi, à toi. Alors, il y a certains avantages à travailler en décentralisé. Il y a des vrais gains de temps dans le travail, mais il y a des vrais désavantages aussi qui sont les liens humains. De pouvoir aller au bureau, ouvrir la porte et dire qu'est-ce que tu penses de ça, plutôt que d'attendre sur un Zoom, ça fait une différence. Maintenant, le monde a changé aussi. On laisse nos Zooms ouverts, on est accessible à tout moment, et surtout après 5 ans et demi, on a appris comment travailler comme ça. Et ça donne aussi un autre avantage énorme, c'est les talents. On n'est plus limité à des talents dans un pays. Moi, je suis plus vieux et je dois avouer que j'ai l'habitude d'avoir le bureau, j'ai tout le monde, accès à tout le monde régulièrement. Je vois la force d'avoir une équipe en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Je vois les avantages d'employés qui sont en train ou de collègues qui sont en train de travailler. D'un coup, ils disent « Au fait, ça, tu as fait ça comment ?» Et c'est résolu comme ça, il n'y a pas de temps de perte. Ou alors, la pause café, où ils parlent entre eux. Où ils disent, tiens, je suis en train de travailler sur ça, et puis je dois faire ceci, ça. Et l'autre qui dit, attends, tu l'as fait comme ça? Oh là là, mais moi, je ne le prenais pas du tout comme ça. Et il n'y a pas de problème. Ça y est, on s'ajuste. Quand on est chacun de son côté, on se rend compte qu'on a été sur des directions séparées pendant une semaine de temps en temps, jusqu'au la prochaine fois qu'on touch base. Et ça a été pour moi des défis sérieux au début, d'autant plus que je viens de l'ancienne école où si je ne vous vois pas travailler, c'est que vous ne travaillez pas. Bon, alors ça, j'en suis revenu. Ça y est, c'est fini, je comprends, ce n'est pas la vérité. Mais ce qui est réel aussi, c'est que ça dépend des tempéraments. Il y a des gens qui travaillent extrêmement bien naturellement à distance. Ils sont organisés, ils sont disciplinés, ils ont une éthique de travail, ils font le reporting, ils communiquent. Il y en a qui n'y arrivent pas. Ce qui fait que quand on emploie des gens, quand on veut trouver des collègues, c'est plus difficile. Parce qu'il faut travailler dans ce mode-là. On prend par exemple Ben, que vous avez vu dans les CC anglais, etc. Naturellement, lui, il sait travailler en décentralisé.
il est organisé, discipliné, structuré, il avance, il fait le reporting qu'il faut. On prend Michael, il y arrive évidemment très bien. Sherry dans la compliance, c'est très difficile pour elle. Très. Pour elle, c'est un véritable défi d'organisation, de structure, d'imprimer les originaux, de les mettre dans des cases spéciales parce que les dossiers doivent être organisés d'une certaine façon. Ça, c'est la compliance, c'est obligé. Hein. Donc, ceci, cela. Donc, il y a des difficultés à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, on s'y est fait et on arrive à en tirer tous les avantages. Mais les défis ont été nombreux, surtout pour moi, plus que pour Rémi. D'où les 10 ans de différence d'âge, Oui. peut-être, Oui, qui ont, du coup, ont un impact. Ce qui peut aussi se comprendre, c'est logique. Alors, on va parler de quelque chose pas forcément joyeux, mais c'est comment envisagez-vous aussi l'avenir de Realty après vous? Parce que, est-ce que voilà, vous préparez une transition? Est-ce que… Bon, déjà, j'ai 44 ans, donc on peut se relaxer là-dessus. Je touche du bois. J'ai perdu 50 kilos, donc j'ai plus de problème, quel qu'il soit. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Bon, ensuite… En étant sérieux. En étant sérieux, on n'a pas vraiment prévu, on ne prévoit pas, pour nous, Realty, c'est la société que l'on mène jusqu'à… Enfin, voilà, c'est notre futur, c'est notre présent et c'est notre futur. Ceci dit, il est évident qu'on veut s'entourer de plus de partenaires et de plus de partenaires dans des domaines différents, que ce soit immobilier ou autre, mais de vrais experts qui rejoignent la société, pas en partenariat, une autre société qui fait un partenariat avec Realty, mais qui rejoignent la société pour ouvrir des départements et des spécialisations d'autres types d'actifs. On veut aussi grandir certains postes clés. Par exemple, on va parler de… on a la compliance et c'est tout un département lourd. On doit avoir aussi tout l'aspect financier, donc le CFO. Aujourd'hui, Sherry fait les deux, il faut les séparer. Donc, on doit grandir l'administratif, le corporate de Realty. Et on a besoin d'avoir des départements technologiques aussi plus importants. On en a deux, blockchain et back-end, etc. Et on en a besoin d'un troisième pour les nouveautés, les expériences, etc. Donc, mais plus de recherche. Tout en disant ça, le département tech a grossi de manière considérable. Absolument. Dans les derniers 6 mois. Oui. Mais c'est toujours pas assez. Donc, on a besoin de plus de structuration et de plus de partenaires ou de gens qui viennent compétents dans leur domaine pour prendre avantage de la tokenisation au sein de Realty, aussi bien dans l'immobilier, mais aussi en dehors de l'immobilier. Voilà. On voit Realty vraiment comme, pour nous, notre dernière ventures et probablement, on espère que nos enfants reprendront le flambeau à un moment ou à un autre. Mais aussi, la DAO va jouer un rôle plus important dans les années à venir, qui permettra d'assurer une transition hors Jean-Marc Rémy complètement seamless dans les prochaines années. Alors, la DAO va jouer son rôle, oui, absolument. Alors, je vais compléter du coup ma question. Est-ce que vraiment c'est une réflexion, voilà, laissez libre cours à votre imagination, mais est-ce que vous n'avez pas, enfin, on a bien compris, clairement Realty, aujourd'hui, pour moi, Realty égale frère Jacobson. Enfin, clairement. Ah non, laisse-moi compléter. Est-ce que justement, il n'y a pas trop un peu une personnification de vous par rapport à Realty? Est-ce que justement, Realty sans vous, il n'y a plus de Realty, entre guillemets? J'exagère volontairement, mais justement, je vous laisse… Regarde, je ne veux pas me comparer à lui. Je veux pas me comparer à lui parce que c'est quand même un grand monsieur. Mais regarde Steve Jobs avec Apple. Tout le monde pensait que sans Steve Jobs, Apple n'allait plus marcher. Ils l'ont renvoyé, il est revenu, il l'a refait marcher, il est mort. Ils ont mis Tim Cook. Apple n'a jamais été aussi gros. La réalité… Il y a toujours des transitions, il y a toujours des plans. Est-ce qu'ils sont définis, établis des années à l'avance? Certains oui, mais ils changent toujours. Oui. Mais la réalité, c'est qu'on a des bonnes bases. Nous avons vraiment créé de bonnes bases. On a notre caractère. Je pense que là où on a créé on a personnalisé Realty en quelque sorte, c'est dans notre approche immobilière. Il y a peu de gens qui disent, il faut aller là où ça va mal.
démarrer à Détroit, je vous assure que les gens nous ont regardés en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes des tarés !» Alors, on nous a dit la même chose à Montréal, on nous a dit la même chose dans le Colorado, on nous a dit la même chose à Wynwood à l'époque. C'est notre stratégie, mais à mon avis, c'est cet élément, cette impulsion qu'on a donnée à Realty qui nous caractérise. Après, quand il y aura d'autres actifs qu'on va tokeniser, quand il y aura d'autres types d'immobilier, etc., l'identité même immobilière qu'on en a amenée, donc l'identité des frères, elle va s'estomper. Et tout ce qui a été créé derrière, ce sont des bases solides et qui vont continuer à grandir et qui, au contraire, pourront probablement grandir de façon plus efficace une fois que notre rôle à nous sera plus sectorisé dans l'immobilier résidentiel que nous, on connaît bien. Ok, très bien, très clair en tout cas. Bon, peut-être qu'un jour, il y aura un Tim Cook, du coup, à la tête de... Bon, c'est pas bon, enfin, par rapport à... Non, ce ne serait pas une bonne idée tout de suite. Hein, en tout cas, je vous le souhaite. Chaque chose en son temps. Mais ça arrivera. Ça arrivera à un moment ou à un autre. Mais bon, ce sera une très bonne news, par contre, pour, en tout cas, ceux qui auront le token RWA, justement, donc très bonne transition. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, donc en début d'année, Realty nous a permis de rentrer au capital, donc via ce qu'on appelle le token RWA. Alors, à la base, donc je crois de mémoire, c'était $50 le token. Aujourd'hui, encore une fois, il est sur un marché libre, je crois qu'on doit être entre 42 et 44 $. Selon vous, déjà, quelle est votre vision par rapport à ça? Est-ce que vous êtes déçu au fait que du coup, sa valeur, alors je vais dire sa valeur entre guillemets, est baissée? Et comment valoriser du coup ce token à l'avenir? Les nouvelles et puis les performances et les résultats. La valeur a baissé temporairement. C'est un petit ajustement qui se passe naturellement après un token d'équité qui est lancé comme ça. Et d'ailleurs qui est très faible comparé à d'autres. Realty va sortir avec beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouveaux marchés dans l'année qui arrive. Le token d'équipe grandit. Les choses vont bouger. Rome, c'est pas construit en une journée. C'est différent d'une maison qui paye un loyer tous les mois. Mais cette levée, justement, nous a permis de mettre des bases et de compléter d'autres aspects que l'on essayait réellement de grandir, mais on n'arrivait pas à avancer assez rapidement. Donc, les résultats se voient pas, comme Rémi a dit, ça se voit pas immédiatement. Mais vous allez le voir d'ici à quelques mois, il va y avoir une impulsion bien différente, il va y avoir des résultats bien différents, une navigation aussi différente dans Realty. Les résultats seront sur les finances même de Realty. Et là, effectivement, je pense que le RWA ne pourra que suivre. C'est tout, aussi simple que ça. Parce que c'est des bases solides. Bon, je pense que le futur pour le token RWA est particulièrement bon. Évidemment, je suis biaisé. Donc, voilà. Après, clairement, une grosse partie de la communauté aussi vient du monde crypto. Et donc, cette population veut que ça aille très, très vite en général. Oui. Et je pense aussi, alors même s'il y a eu une grosse communication autour, et alors je crois à l'époque c'était Robin ou pas, je ne sais plus si c'était ça, mais je pense qu'il y a des gens qui ont investi comme ça, et j'ai vu des messages passer dans différents télégrammes disant ça fait 6 mois, il a baissé, c'est pas normal, je comprends rien. Non, attends, je dis juste qu'il y a des gens qui ont pensé comme ça parce qu'en effet, ils viennent du monde de l'immobilier, de la crypto, pardon. Et ils ont l'habitude, ils ont mis dans PP, ça a pris 1000% depuis 6 mois. Et donc, leur perception est un peu biaisée. Et je ne suis pas sûr que finalement, ils sachent vraiment dans quoi ils ont investi, ou ils n'ont pas l'habitude plutôt d'investir dans ce type d'actifs, donc qui était de l'equity, clairement. Donc voilà, l'equity, c'est sur du très long terme, il faut l'avoir encore une fois en tête. Il faut se rappeler de ça, et que non, tu n'as pas investi dans du PP. Alors, voilà. Donc, je pense que là, il faut revenir à la citation de Warren Buffett. Quand on achète de l'equity, on n'achète pas un chiffre, on achète une société. On achète une valeur. Si on achète un chiffre, et qu'un chiffre, et on ne sait même pas trop ce qu'il représente, achetons du PP Coin. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que je ne comprends toujours pas chez les mêmes coins. Je ne critique pas. C'est juste que je ne comprends pas ce qu'on achète quand on en a un. Je ne comprends pas, c'est tout. Chacun son domaine d'expertise. Quand on achète
de l'équité, on achète une valeur, on achète dans le temps et on investit dans une équipe et dans un concept, dans une industrie. Ça se fait pas rapidement. Et c'est vrai qu'il y en a, vous avez probablement raison, qui se sont dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a pas, ils ont l'habitude du monde crypto. Pourtant, à notre décharge, nous avons bien communiqué. On a vraiment bien communiqué, on avait vraiment bien expliqué, on a expliqué la structure de corporate suisse, on a expliqué que ça investissait dans la société américaine, que c'était de l'équité, on a expliqué tout ça. Donc, qu'il y ait des malentendus ou qu'il y ait des gens qui pensaient que, évidemment, c'est probablement vrai. Bon, ben, l'avantage, c'est quoi? C'est que justement, contrairement à tout autre investissement d'équité dans des startups ou dans des sociétés qui ne sont pas cotées, il y a un marché secondaire. Et ça, c'est une première. Dès le lendemain, il était possible de vendre le token. Et ça, c'était quand même une première mondiale. Faut le souligner. C'était une très bonne chose, d'ailleurs. Voilà. Et donc, encore une fois, encore une première de la part de Realty. On espère que ce n'est pas la dernière première. Voilà. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. En fait, je sais que non, mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Avec plaisir. Du coup, il y avait 5 millions de dollars qui ont été levés avec ce token RWA. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont tous été investis? Et du coup, si oui ou non, peu importe, mais est-ce que vous voyez déjà, vous, à votre échelle, un retour sur investissement? Alors, ils ont été soit investis, soit, comment est-ce qu'on dit, earmarked, dédiés à un poste ou à une raison d'être, qu'on recherche toujours. Par exemple, on cherche à grandir l'équipe pour certains postes clés, on n'a pas encore trouvé les personnes. Et là, on peut revenir sur notre sujet d'avant. Trouver une personne extrêmement compétente, mais dans une société qui est entièrement décentralisée, c'est pas si évident que ça, faut pas croire. Surtout au niveau aussi classe employée, c'est pas du tout simple. Donc, on y arrive, mais ça prend plus de temps. Ceci dit, oui, on a investi beaucoup. On est en plein, en plein travail pour pouvoir cueillir les fruits de ce travail. Ok, très clair. Du coup, alors on a investi dans l'equity, dans une société, donc Realty, pas exactement, dans une société à Neuchâtel et qui elle-même a investi qui a une part de Realty. Est-ce qu'il va y avoir une AG? Est-ce que c'est obligatoire via la loi suisse? Je ne sais pas. Et si oui, quand est-ce qu'on va avoir accès au compte ou pas? Alors, alors s'il y a une AG obligatoire d'un point de vue juridique, c'est sur l'AG de la société suisse elle-même qui n'a qu'une seule chose, c'est les actions de Realty. Donc, l'AG, elle est très simple. Il y a des règles, je crois, non? Pardon? Il n'y a pas des règles aussi dans la société? Absolument. Ah si, tout à fait. Des règles. Non, il y a des règles qui viennent avec l'investissement qu'ils ont fait. Il y a même un NFT d'ailleurs, je pense. Il faudra voir. Mais oui, tout à fait. Qui viennent avec. Donc, c'est vraiment, oui, tout à fait. Et quand il y aura des dividendes que Realty paiera, ils recevront les dividendes aussi. Donc, qui resteront dans la société. Ça, on en avait parlé aussi, on l'avait bien communiqué. Ceci dit, donc, l'AG se porte sur ça et pas sur Realty, l'activité de Realty, la Real Token Inc. elle-même. Ceci dit, on va faire une longue année la première année parce qu'on a fait au mois de mars, je pense, le RWA. Quand on fera donc l'année complète, on parlera aussi des résultats de Realty. Ok, donc la clôture comptable de la société, ça doit être quoi, 31 décembre 25? Oula, il faut que je vois avec quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, tout à fait. La première année, souvent, on décale au max. Avant de continuer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Realty, vous pouvez passer par mon lien en description et je vous offre ma formation, le guide Realty de A à Z, dans lequel je vous partage mon expérience, mon savoir. Après plus de 3 ans, je vous guide pas à pas à travers des vidéos et des tutos dans l'univers de Realty. Et si vous êtes déjà inscrit chez Realty, c'est pas grave, vous pouvez quand même y accéder à prix mini. Vous retrouverez toutes les modalités, que ce soit en description de cette vidéo ou directement sur mon site internet librecommel'air.com et on repart tout de suite pour cette vidéo. Ok, bon on a fait un peu le tour de la société et tout ça. On va juste parler donc assez rapidement des dossiers en attente. Je sais qu'on en parle régulièrement lors des CC. Oui. Pour moi, il y a deux gros sujets.
Notamment, on a parlé donc assez régulièrement des comptes simplifiés des différentes sociétés. Donc, pour rappel, quand vous achetez un token, vous achetez une part d'une société qui achète un bien immobilier. Donc, vous êtes actionnaire de cette société. Est-ce que, on a parlé quand même assez régulièrement de ces comptes simplifiés. Où est-ce que ça en est et est-ce qu'on va avoir prochainement au moins un exemple ou est-ce qu'on va avoir pour toutes les sociétés, du coup, ces comptes simplifiés? Alors, le concept de compte simplifié n'est pas très américain. Donc, en fait, nous, on ne le connaissait même pas. C'est par une autre personne de la communauté qui nous a dit, oui, exactement, qui nous a dit, faites des comptes simplifiés. Donc, on s'est un petit peu, moi, j'étais un petit peu confus. C'est quoi? On s'est renseigné. Et effectivement, c'est cool, c'est sympa. Mais quand j'ai été voir vraiment ce que c'est, oui, on est en train de les faire, on met des formats, ça prend plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de sociétés. Faut imaginer un petit peu, il y a plus de 700 sociétés maintenant dans Realty, 700. Chacune, ou d'ailleurs, où on doit signer, où Rémi et moi, on est dessus. On ne prend pas de fiche de directeur, on ne prend pas de rémunération, on met notre nom, nos assurances sont en train d'exploser parce que les gens, l'administration est faite comme ça. Ça fait partie des services que l'on donne aux token holders qui sont cachés, que personne ne voit. Mais c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une telle performance, parce que sinon, tout le monde se fait payer. Hein. Quelqu'un est directeur d'une société, il se fait payer, ne serait-ce que pour la liability potentielle. Mais quand on a amené les comptes simplifiés pour y revenir à Chérie, elle a dit, d'accord, c'est pas audité, c'est simplifié, je vais mettre les disclaimers. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que le token holder veut voir? Et c'est un peu sur ça qu'on travaille en ce moment, c'est-à-dire, le but de l'exercice, c'est quoi? C'est d'évaluer la société pour voir la valeur du token, pour voir si la valeur du token reflète bien l'exercice de la propriété. C'est ça, je pense. Savoir si l'enveloppe travaux, l'enveloppe maintenance a été voilà, utilisée. exactement. Est-ce que ça a coûté, je sais pas, il a dû remettre un petit coup de peinture. Enfin voilà, il y a plein de choses. Est-ce que la propriété vaut ce qu'on dit qu'elle vaut? Le marché, quelle est la valeur? Quels sont les revenus? Est-ce que les loyers ont été payés ou est-ce que le locataire s'est barré? Est-ce qu'il a fallu effectivement faire les dépenses? Donc, on en arrive à tout ça, les travaux, les machins, les trucs, ça se réduit à la valeur actuelle de la propriété. Les revenus, donc la position cash de la société, est-ce qu'il reste du cash ou pas? Est-ce qu'il y a des dettes? Par exemple, est-ce qu'il y a des dettes? On doit payer les taxes foncières à la fin du mois, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres types de dettes, comme on n'est pas hypothéqué, etc. Donc, il faut confirmer ça. C'est ça le compte simplifié à la fin de la journée. Et je pense aussi, tu as parlé de taxes. Je sais que les taxes, on va en reparler juste après en partie immobilière, mais vous les repoussez au maximum, encore une fois, et savoir aussi quel est un peu le… Attention, on les pousse au maximum dans une certaine stratégie. C'est-à-dire qu'on détaillera un peu après, si ça ne dérange pas. Mais en tout cas, voilà, c'est d'avoir un peu un topo là-dessus. Je pense que c'est toute cette partie-là qui serait intéressante. Donc après, pour faire ça, les comptes simplifiés, on essaie de trouver le meilleur format possible tout en étant en harmonie avec nos responsabilités de reporting aux États-Unis. Chérie va mettre tous les disclaimers, tous les machins. Je dois vous avouer, elle m'a dit ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, elle m'a dit je ne comprends pas très bien le but de l'exercice, vu qu'il y a les disclaimers, ce n'est pas audité et on ne peut pas faire d'audit. Ça coûte trop cher, mais on le fait. Ça met beaucoup de temps, c'est vrai, plus que ce qu'on pensait. Parce qu'on fait d'autres choses aussi à la fois. Il y a quand même 700, comme je l'ai dit, plus de 700 sociétés à gérer. Ce qui est d'ailleurs très… heureusement qu'on a pu revenir aux séries LLC, parce que c'était devenu vraiment très, très, très lourd en administratif. Maintenant, ce que j'aimerais aussi peut-être, c'est souligner comment est-ce qu'on évalue une société aujourd'hui. Parce que, mine de rien, le but de tout ça, c'est est-ce que le token reflète vraiment la valeur, le prix du token reflète vraiment l'actif. Alors aujourd'hui, il y a une façon très simple d'évaluer une société, c'est le nombre de tokens multiplié par le prix du token. C'est ce qu'on appelle la valeur marchande, la valeur capitalistique. Voilà. Ensuite, il y a la valeur comptable. La valeur comptable, elle est bien différente. La valeur comptable, on veut profiter de tout ce qui est amortisation, de tout ce qui est le but et de faire passer le plus pour minimiser l'impact fiscal. Tout le temps.
et de deferred, de retarder donc certains paiements. Ensuite, il y a la valeur intrinsèque du bien, qui est souvent, enfin, idéalement, elle est équivalente à la valeur marchande. Ça, dans un monde capitaliste, c'est pas le cas. C'est comme ça, c'est la loi du capitalisme. La valeur intrinsèque d'une société, la valeur marchande, n'est pas la même. C'est d'ailleurs pour ça que dans les années 80, il y a eu les OPA, etc., et que ça existe encore aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur intrinsèque, justement. Et je pense qu'on veut diriger la présentation des comptes simplifiés pour montrer cette valeur intrinsèque. Et c'est cet exercice-là qu'on est en train de mettre en place. Ok, bon, je sais qu'on ne donne pas de date, mais tu as une idée à peu près? Alors, on ne va pas les sortir tous d'un coup. Ça ne va pas arriver. Par contre, on en a déjà quelques-uns qui sont prêts, une dizaine. Et on va d'abord les donner à certains membres de la communauté pour voir si ça correspond plus à cette optique non américain, sachant que nous, on n'est pas très habitués à ça. Et si jamais on dit « ouais, ça suffit, c'est bien, ok, très bien », bah, vogue le navire. Et après, on les imprimera régulièrement. Ok, parfait. Le deuxième point, eh ben, tu l'as un peu évoqué, c'est les réévaluations. Donc, il y a quelques… T'énerve pas tout de suite. Voilà, certaines propriétés, ça fait, je pense, plus de 2 ans qu'elles ne sont pas réévaluées, notamment les multifamilies. Voilà, ça commence à dater. Certaines mauvaises langues diraient, je mets des guillemets, bien sûr, mais ça se voit également sur certains canaux Telegram, dites qu'elles ne sont pas réévaluées parce que l'augmentation de valeur ne compense pas du coup les frais et autres. Du coup, la valeur du token baisserait. Voilà. Qu'est-ce que tu répondrais? Alors d'abord, j'ai pas peur de dire que la valeur d'un token aurait baissé. C'est un marché, ça arrivera. Et ça va arriver. Ça va arriver, c'est certain. Déjà, le fait qu'on ait les résultats qu'on a obtenus en 5 ans, on a fait en 5 ans ce que je pensais que l'immobilier ferait en 10 ans à Détroit. Donc, c'est un marché, ça monte, ça descend, il y a des opportunités quand ça monte, il y a des opportunités quand ça descend. Ça va arriver, c'est pas du tout une crainte et c'est quelque chose qui est inévitable. Ceci dit, dans le cas de nos évaluations, c'est pas du tout ça le problème, mais pas du tout. Le problème, il est financier, il est administratif et il est logistique. Alors, on a démarré en se disant, à l'époque, quand on a démarré, il y avait les évaluations dont nous, on a l'habitude. On prend un appraiser, un évaluateur certifié. On lui dit, va voir cette maison, donne-nous un paplard qui avec un tampon qui dit ça vaut tant. Généralement, ces gens-là travaillent pour des banques. Ils vont faire ce travail pour les banques, pour quand elles prêtent l'argent. Ils ont une évaluation et ils se protègent. Donc, généralement, les valeurs qu'ils donnent sont souvent, on va dire, le plus bas possible parce qu'ils veulent se protéger aussi. Hein, c'est leur métier, ils sont obligés et c'est normal. Et ça rassure. On aime ça, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on veut. Et au début, ça marchait assez bien. Il n'y avait pas de problème malgré le Covid. N'oubliez pas qu'on s'est quand même, on a démarré, on a eu presque tout de suite le Covid, donc les évaluateurs ne pouvaient pas y aller. Mais après, ça a assez bien marché jusqu'à ce que ça devienne… on a compris qu'on n'était pas vraiment des banques, donc on ne paye pas les mêmes frais que des grosses banques qui ont des évaluateurs attitrés ou qui donnent des centaines de milliers de dollars d'un coup. Nous, c'est plein de petits mandats. Donc, ils nous laissaient passer après. On essayait d'en prendre plusieurs à la fois. D'un point de vue logistique, ça avait démarré à $300 l'évaluation. Après, c'est passé à 400, 500, j'en ai à 600. Quand on en a plus de 700, ça commence à faire des gros frais. Si on veut le faire chaque année, ça devient un budget absurde. Donc, quelle solution? Ça, c'est pour les maisons individuelles. Attention. Pour les multifamilles, le problème, on en a parlé, le problème, il est plus lourd, plus complexe, c'est que c'est des gens qui ont une licence différente que pour les… C'est-à-dire entre une unité jusqu'à 4 unités ou 5 unités exclues, donc de 1 à 4, c'est un type de licence. Au-dessus, c'est un autre niveau, et eux, ils prennent des fees qui sont des frais qui sont simplement paralysants. Ça ne vaut pas le coup. Donc, on va mettre de côté les multifamilles pour l'instant. En parlant des single family, on avait donné une grande liste à un moment, 80 unités à un appraiser et 20 unités à un autre appraiser.
bah, mine de rien, le temps qu'ils ont mis à revenir vers nous était tel qu'on a compris que ça ne pouvait pas fonctionner. Et après, il faut payer les factures. Oui, Maintenant, il y a eu dans les 5 dernières années des exactement. évolutions dans l'intelligence artificielle, et spécialement basées sur les évaluations de propriété, qui devient beaucoup plus Sérieux. on point, Ouais. beaucoup plus certaine et beaucoup plus réelle que ce qu'elles étaient il y a 5 ans. Alors, Donc, on regarde certains de ces produits également. Alors, il y a plusieurs avantages à ça et il faut souligner. D'abord, il y a 5 ans, ça existait déjà il y a 5 ans. Il y avait déjà des sociétés qui se disaient entrez l'adresse, on vous donne une valeur. Voilà. Bah, la réalité, c'est que c'était, nous, on trouvait ça un peu débile. On avait essayé plusieurs fois, c'était des fois la même propriété identique, hein, côte à côte. L'une valait 100 000, l'autre valait 30 000. Et aucune raison n'était donnée, rien. C'était un G2D. C'était stupide. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sérieux. Les data points sont beaucoup plus riches. Les explications sont profondes. Est-ce que c'est parfait? Non. Non, il y a encore des difficultés, il y a encore des aberrations, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas pourquoi ça a sorti ce chiffre. Mais en général, c'est bien. Ou c'est suffisant pour une appréciation. Après, nous, on peut revoir et dire d'accord et on peut amener un petit commentaire à côté. Mais quel est l'avantage? L'avantage, c'est que les frais sont annuels pour 200 propriétés, à peu près. C'est des services comme ça. Après, on peut aller sur des trucs d'entreprise qui sont plus chers. On monte à $1 000 par an pour 1000 propriétés ou des choses comme ça. Mais ça nous permet, et puis après, il y a un petit fee à payer par société, par propriété, mais ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir des API automatiques qui mettent à jour automatiquement les propriétés et pas nécessairement qu'une fois par an. Et si c'est le cas, on prend un petit oracle, on fait un petit machin et d'un coup, on accélère le marché secondaire, on accélère l'évaluation, on accélère tout ce qui est transactionnel. N'oubliez pas qu'on a le YAM et on ne prend pas de fees sur le YAM, je le répète, ça c'est un autre truc que nous on a fait aussi pour la communauté. Donc, qui permet une évolution mais incroyable. Est-ce qu'on va devoir vérifier ponctuellement les valeurs? Oui. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Absolument. Ce n'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de trouver le bon service et de négocier avec l'équipe pour nos besoins. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est ce qu'on a déjà commencé il y a plusieurs mois. Parce que les évaluations… Alors, le désavantage, c'est quoi? C'est qu'on n'aura pas le papier tamponné. Et le papier tamponné, il n'y a rien de mieux encore aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, Rémi fait oui de la tête parce que qu'est-ce qu'on en a eu comme expérience? Et je vais vous dire, dans un litige, dans un truc où il y a des problèmes, et dans l'immobilier, il y a toujours des problèmes, toujours. On passe notre temps à résoudre des problèmes. Eh bien, avoir un papier signé d'un expert, rien ne vaut ça. Donc, une mesure qu'on pense mettre en place, qui avait été proposée par un membre de la communauté DRAS, je pense, c'est de dire simplement, une fois tous les 5 ans, on fera une expertise. Sinon, ça ne sera que les évaluations algorithmiques qu'on vérifiera, mais ponctuellement. Et ça, c'est un chantier qui n'est pas très gros. Le diable est dans les détails, comme tout. Ça paraît, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, on signe et c'est fait. Oui, c'est vrai, mais pas du tout. Pas du tout, ça ne marche pas du tout comme ça, il y a toujours des problèmes, mais on les surmonte. Et c'est ce qu'on va présenter à Realty en 2025. Ça permettra de rattraper énormément de choses, de libérer tous les règles et après d'avoir une machine qui roule bien sur ces bases-là. Ok, bon, très clair en tout cas. Alors, je vais simplement dire, ça résout le problème des single family, ça ne résout pas le problème des multifamilles. Parce que ces évaluations algorithmiques ne fonctionnent pas bien du tout sur les multifamilles, mais pas du tout. On n'a pas résolu le problème. Ça va arriver. Ça arrivera, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème des évaluations des multifamilles. On va travaille donner sur d'autres voies, d'autres choses. Voilà, on travaille. Alors, on a essayé pendant un moment d'avoir un agent. On lui a dit, tiens, on serait intéressé par vendre telle propriété. À combien est-ce que tu penses que ça vaut? Alors, ça marche une fois, il le fait gratuitement une première fois, où il dit, très bien, je te le fais, je te demande que $2 000, mais on va travailler ensemble sur le futur. Et quand on ne le fait pas, ça crée c'est pas professionnel, c'est pas correct. Donc, on a arrêté de faire ça.
Ce n'est pas une voie scalable. Il y en a d'autres, elles ne sont pas parfaites. Je le tiens à le dire. Pour les multifamilles, les évaluations que l'on obtiendra seront au mieux de notre connaissance, au mieux du marché, avec des exemples. Il n'y aura pas de papier certifié comme nous, on aime l'avoir, comme ce qu'on voulait avoir pour nos token holders. Si jamais il y a une demande, il faut que ce soit mis à un vote parce qu'on parle de temps en temps 25 000 $ à plus. On parle de sommes comme ça. Et ça affecte le yield, mais de façon écrasante. Oui, non, bah, c'est une certitude. Donc ça, après, est-ce qu'il ne faut pas le mettre déjà dès le début, d'ailleurs, cette enveloppe enfin, voilà. En tout cas, c'est des réflexions. Ça a marché la première fois, et après quoi? Oui, non, mais je parle de la première après, en effet. Je comprends. Et après, le reprendre petit à petit, comme a dit Draz, en effet, dans 5 ans, et pendant 5 ans, petite période, on prend des petits… mais bon, ça a un impact, en effet, sur le yield. C'est une certitude. Mais c'était une considération. Je dois avouer que quand on a démarré Realty, on n'avait pas pensé à mettre de côté sur les multifamilles, lever, je veux dire, une enveloppe pour faire l'appraisal. Et quand Draz l'a mentionné, on s'est dit, ouais, on aurait pu le faire. La réalité, dans un marché, dans une transaction immobilière réelle, à quel moment on fait une appraisal? On fait une appraisal. Bien sûr. Non, pas seulement quand tu vends. Non. Tu fais une appraisal quand tu achètes. Quand tu achètes un gros immeuble, tu te renseignes sur ton prix. Tu n'engages pas un appraisal pour ça. Mais c'est surtout quand tu vas refinancer ton immeuble. C'est les banques qui demandent les appraisals 80% du temps. Les appraisals, ce que moi j'aime d'une appraisal qui est faite par une personne qui le fait à la main, c'est qu'elle a l'habitude de le faire pour la banque. Ça veut dire que c'est la valeur la plus basse possible. La banque veut prêter à une valeur la plus basse. Donc, ça nous donne un scénario pessimiste et qui est toujours agréable à avoir. Et pour nous, sincèrement, ça nous permet d'être beaucoup plus tranquilles le soir. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est dire « Oh là là, le token était à temps, mais en fait, c'était surévalué. » Là, on est vraiment… Je préfère que les token holders aient des bonnes surprises plutôt que de mauvaises. Mais ceci dit, n'oublions pas que nous, on met le token à l'émission primaire. Ce qui se passe après sur le YAM, ce n'est pas de notre ressort. On voit des tokens de temps en temps monter, descendre, etc. Nous, on n'a rien à dire dessus, évidemment. Ça, c'est la décentralisation. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec Realty. Ça, on est bien d'accord. OK, pour moi, c'était les deux sujets un peu chauds en attente. Donc ça, très clair, en tout cas. On va parler un peu d'immobilier, parce que malgré tout, Realty, avant tout, à ce jour, c'est de l'immobilier. Absolument. On parlera après des perspectives, mais en tout cas, aujourd'hui, ça reste de l'immobilier. Quel est votre sentiment, du coup, sur le marché immobilier aux États-Unis et notamment dans les États dans lesquels on est présent et potentiellement dans certains États dans lesquels aujourd'hui on n'est pas présent? Rémi? Alors, le marché immobilier aux États-Unis, on va le dissecter un petit peu par État et par région. Il y a des régions qui sont affectées par des catastrophes naturelles qu'il y a eu, 2 dans l'année cette année, ce qui fait monter le prix des assurances de manière phénoménale. Il n'y a pas d'autre mot. C'est effrayant. Sois spécifique, tu parles de la Floride et du Texas. Je parle de la Floride, de la côte ouest de la Floride pour être très spécifique, et je parle de la côte du golfe du Texas qui ont été atteints. Ça donne des opportunités, ça, parce que les assurances vont s'ajuster. C'est un barème, moins d'accidents naturels, ça se reproduit moins, ça va s'ajuster. Ça donne des opportunités d'acquisition que moi, je trouve assez intéressant. Des belles propriétés, bien placées. Les rentabilités seront pas fortes parce que les assurances vont les bouffer. Si on met pas d'assurance, allons au casino. Alors, moi, je suis pas d'accord. Stop. Là, moi, j'interviens. Parce qu'aujourd'hui, il y a une opportunité assez qu'on ne pouvait pas faire avant la tokenisation ou la fractionnisation. On ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'il y a des zones en Floride où il y a des maisons qui valent normalement un prix élevé, qui sont à la casse parce que les assurances refusent. C'est pas du genre, elles sont chères. Il n'y a pas d'assurance possible. Mais qu'est-ce que ça engendre? Il faut comprendre que ce que ça engendre. Pas d'assurance, ça veut dire pas d'hypothèque. Parce qu'aucune banque ne prête sans hypothèque. Ce qui engendre une baisse conséquente du bien. Donc, on peut acquérir des biens aujourd'hui. Il n'y a pas d'assurance, c'est vrai. On ne paye pas d'assurance. Alors, si c'était $1 million à mettre d'un coup, personne qui a un peu une gigotte ne le fait.
Mais si on met $50, si on met $100, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque pour $50, pour $100 pour acquérir une maison? Parce que le problème de l'assurance, on est convaincu, il est temporaire, Rémi a raison. Mais ça vaut le coup de l'acquérir aujourd'hui et de se dire, mais on verra dans 3 ans, dans 5 ans, on met que 50, 100, $500 max, selon les moyens. Ça vaut le coup. On peut le faire avec la tokenisation. Quelque chose qui aurait été impensable avant. Et par contre, il y a un retour qui peut être conséquent également. Alors, il faut voir un peu quel serait le prix du terrain sans la maison. Qu'est-ce qui se passe si la maison, avec l'ouragan, le prochain ouragan s'envole? Qu'est-ce que mon terrain va valoir? On sait combien de terrains sur l'eau il y a en Floride. C'est une quantité limitée. Point. On sait que c'est un premium qui est payé pour être sur l'eau. On sait que les maisons, maintenant, si on veut être assuré, parce que les nouvelles guidelines des assurances sont déjà sorties, il faut faire un garage de 12 pieds. Et on peut assurer. Donc, qu'est-ce qu'on achète vraiment et quel est le but de cet achat? Les opportunités sont là. Elles sont là et elles sont présentes. Elles vont pas rester longtemps parce que dans 6 mois, ça va se restabiliser déjà. Et Donc, et on a beaucoup de mal à marketer ça. On essaye de l'expliquer, on essaye de réfléchir comment le présenter, mais dire à des investisseurs, vous allez acheter, on va pas prendre d'assurance. Même en disant avec la fractionnalisation, c'est du genre, c'est qui ces clowns? Enfin, ça fait difficile. Voilà. Écoutez, après, sur les autres marchés, on va aller sur le Michigan, évidemment. Le Michigan a vu une population que vous allez voir au prochain consensus qui a grandi de manière assez considérable, notamment par les immigrants qui sont venus. Le Michigan était un des États qui était en vogue pour les immigrants. Les immigrants ont accès au système américain, ils ont accès à Section 8, ils ont accès aux subventions, il y a même des programmes en place pour eux. Ça a amené vraiment un afflux de personnes qui aujourd'hui sont résidents, citoyens ou ont des visas de réfugiés politiques pour le Venezuela et autres pays. Donc, ils sont complètement pris en main. On voit que sur le marché du luxe au Michigan, ça se stabilise sur plusieurs marchés. Birmingham étant un petit peu particulier, là où il y a Bird Road, parce que là encore, c'est vraiment le ultra UP, ultra luxe. Et la preuve, les locataires qu'on a en ce moment là-bas, je veux dire, c'est cool, c'est assez cool. D'ailleurs, il n'a pas voulu me donner de ticket pour le home game. Non, le prochain match. On va voir. Mais Birmingham, voilà, exactement, exactement. Je crois que malheureusement, je suis trop vieux pour lui. Il a la vingtaine, la barbe blanche et tout ça. Ça fait pas cool de venir avec un type de mon âge là-bas. Mais bon. Birmingham, c'est un autre marché. Détroit, dans ce qu'on appelle le pain beurre, c'est un marché qui se solidifie, qui grandit en valeur en ce moment. Est-ce qu'il va y avoir des corrections sur le bien des assets? Possible. Est-ce que les loyers vont baisser sur section 8? Non, ils vont pas baisser. Est-ce qu'ils vont augmenter? Oui. Trump. Ils vont augmenter comme ils augmentent tous les ans. Et Trump, régulièrement, petit à petit. Trump a un programme très agressif qui était surprenant d'ailleurs, pour agrandir tout ce qui est l'aide subventionnée. Michigan étant un État qui est quand même un swing state, hein. C'est une fois bleu, une fois rouge, une fois bleu, une fois rouge, et c'est tous les 2 ans parce que le gouverneur démocrate, maintenant ils ont voté républicain l'année prochaine, et c'est assez cool quand même pour un équilibre par rapport au programme sur les sections 8. Donc, ces maisons-là, de low income et de middle income, sont en train de se solidifier, monter en valeur et acquérir une valeur qui se met à l'average national par rapport au loyer qui est, lui, basé sur un loyer national. Pendant longtemps à Détroit et encore aujourd'hui, on achète de temps en temps en dessous de ce qui est l'average national par rapport au loyer section 8 qui est basé sur l'average national. Donc, ça, c'est un marché, je vois, qui est stable. Et je sais qu'on a beaucoup à Détroit, mais c'est bien d'avoir beaucoup là-bas. Chicago est un marché qui est un peu différent. L'Illinois est différent. On va voir des hauts et des bas, on va voir un peu d'adaptation qui va se passer sur l'Illinois.
certainement pendant les 2 prochaines années Alors, jusqu'aux élections du Moi, gouverneur. moi, j'interviens. Autant je suis hyper bullish sur le Michigan et sur Détroit, et je pense vraiment que notre placement est génial. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile d'obtenir des transactions, de bonnes transactions à Détroit que ça l'était il y a 1 an, que c'était il y a 2 ans, et a fortiori il y a 5 ans. Illinois, Chicago, etc. C'est resté un peu trop démocrate à mon goût, point de vue au niveau du maire. Alors, je suis ni démocrate, ni républicain. Moi, je m'en fous complètement. Ce que je veux, mon seul souci, c'est l'immobilier. Et je pense qu'il y a eu des mesures prises au niveau du maire qui sont trop laxistes pour le propriétaire et trop avantageuses pour le locataire. Et alors peut-être qu'en disant ça en Europe, les gens diraient ah bah je sais pas. En tout cas, aux États-Unis, je pense que nos acquisitions à Chicago ont arrêté. Comme vous l'avez vu, on en a eu une récemment parce qu'elle était assez exceptionnelle, le quadplex, mais sinon on n'en fait pas beaucoup. Je ne pense pas qu'on va grandir là-bas. Voilà. On verra dans les 2 prochaines années, surtout quand ça va se passer, mais une petite anecdote assez drôle. Illinois et Chicago sont le seul État et la seule ville où un maire et un gouverneur sur 2 finissent en prison. Pour vous. Donc, c'est le seul État aux États-Unis. Bon. Mais bon, pour l'instant, non. Alabama, Texas, les maisons un peu plus haut de gamme. Quand on parle des assurances, quand on parle des banques qui ne financent pas sans assurance, ça fait aussi que ça amène toute une nouvelle classe de locataires. Des gens qui ne veulent pas être dans du low-end, qui ne veulent pas être section 8, qui ne peuvent plus acheter leur maison parce que ils peuvent pas payer l'assurance, l'hypothèque, le taux d'intérêt qui est monté, les taxes foncières qui ont monté, c'est plus logique. Bon, il vaut mieux louer. Et ils veulent louer des biens de cette qualité. Pas dans des grandes métropoles, accessibles à une grande métropole. Ça, c'est une première partie. Et après, il y a les gens qui veulent habiter dans ces biens-là, mais avec leur coloc, avec leur roommate. Et ça, c'est un phénomène qui est en train de grandir aux États-Unis. Et je pense que ça vient vraiment de la culture dorm room des collèges. Ils sortent du collège au dorm room. Ils veulent être avec leurs copains dans une sorte de dorm un peu plus indépendant. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous le voyez en Europe, mais aux États-Unis, on le voit de plus en plus. Et à un moment, quand on a commencé, je me suis dit, bon, la clientèle, ça va être 18 ans, 21 ans, ça va être les frat parties et tout ça. Eh ben non. Eh ben non. Il y a En des fait, personnes âgées, même qui veulent se retrouver entre eux et tout. Enfin, en tout cas, en Europe, il y a ça. Donc, il y a les personnes âgées, mais c'est surtout des millénials, la trentaine, qui quittent le foyer familial récemment et qui veulent ça. Et qui veulent rester ils ont une situation stable, ils payent et ils veulent rester dans une communauté. Et ce que j'ai trouvé intéressant, moi, aux États-Unis, c'est que chez les milléniums, ils veulent investir dans l'immobilier, mais ils ne veulent pas investir dans leur maison primaire. Ils veulent louer, ils préfèrent louer. Et ça, c'est une tendance qui m'a toujours qui s'affirme avec le temps et que je trouve assez surprenant. Le rêve américain d'avoir sa maison avec la petite barrière blanche, avec le petit yard, avec les enfants qui jouent et puis on les prend, on prend la photo, c'est plus du tout ça. Plus du tout. Ce qu'ils veulent, c'est investir dans l'immobilier en général, avoir des investissements parce que c'est toujours bien, même si aux États-Unis, l'investissement premier, c'est l'équité, c'est les stocks, c'est pas l'immobilier. Ceci dit, ils veulent investir dedans, mais pour leur maison, leur résidence principale, ils veulent louer pour rester mobile. Vraiment. Ne pas avoir l'enfer de l'administration, des rénovations et d'être bloqué en devant investir, en ayant une hypothèque qu'ils doivent rembourser pendant 30 ans, comme ils ont vu leurs parents faire. Pendant 30 ans, ils ont remboursé l'hypothèque, ils ont réparé le toit, ils ont fait ceci pour à la fin mettre des années à le vendre, etc. Pour eux, ils ne veulent pas ça en général. Ce qu'ils veulent, c'est louer des grandes maisons avec des gens avec qui ils ont beaucoup en commun et ils font donc des sortes de colocations dans des grandes maisons. Alors, co-living et tout ça. Gros co-living. Et quand on a vu ça, on a pris des maisons, on a sélectionné donc des maisons dans les États que Rémi a mentionnés. Et et là, nous travaillons pour faire ce qu'on appelle le split des unités pour les louer différemment. Et on a grandi, on a fait un petit portefeuille comme ça.
On va le stabiliser maintenant, on ne va pas trop le grandir, on va le convertir aujourd'hui en coloc et on va voir ce que ça va donner. Nos modèles sont assez prometteurs. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour résumer, les maisons de ce grade-là, de ce standing-là, vous allez en avoir peut-être une ou deux de plus. Et après, ça Après, on sera en convertit. phase de stabilisation. Ouais. Converti. C'est une annonce d'un prochain bien ou pas? Non, Non, Pas du non, on en travaille sur un, mais c'est pas sûr que ça passe. On négocie le ouais, truc. on va pas te rendre le travail facile quand même. Il faut te garder tes nuits blanches. On les aime. T'inquiète, j'aime bien pas trop dormir, ne vous inquiétez pas. C'est génial. Ok, c'est quoi le prochain Détroit? Est-ce qu'il y a un prochain Détroit ou est-ce qu'on continue à fond sur Détroit? Il y a toujours un prochain Détroit. Il y a toujours un marché où investir. Est-ce que vous l'avez C'est identifié? vraiment à quel moment y aller. Et quel risque on est prêt à prendre? Et quel risque on n'aime pas à prendre. Jean-Marc et moi, traditionnellement, on croit toujours en la pierre. On croit qu'un gouvernement, ça change. On croit que des lois s'adaptent. Donc, il y a des nouveaux marchés. Est-ce que c'est intuitif pour tout le monde aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est même contre-intuitif? Absolument. Et c'est là où on veut être. Mais est-ce que c'est difficile avec notre communauté qu'on adore? Oui, aussi. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit au tout début, alors j'ai le tutoiement facile au Québec, on tutoie tout comme ça. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que quand on prend position dans le prochain Détroit, comme on dit, quand on a pris position au tout début dans Détroit, il n'y avait pas de rentabilité. Le yield, tu en as parlé du yield, les gens, mais quand on a investi à Détroit au début, c'était des maisons en mauvais état, ou alors des maisons qui n'avaient plus de locataires parce que tout le monde avait quitté, la ville était en faillite, il faut s'en souvenir. La ville avait fait faillite. Donc, il fallait faire tout un travail, il fallait avoir la vision et de se dire, on prend position et on sait que pendant un temps, il n'y aura pas de revenus. Peut-être même que tes dépenses qu'on budgétise dans rénovation, dans les taxes, en attendant, on négocie avec le gouvernement, on est difficile, on est truc, mais on sait que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même, il n'y a pas de rentabilité ou une très faible rentabilité. Ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, nos token holders. Je trouve ça dommage, mais c'est une réalité. Il faut composer avec. On essaye d'étudier, de dire, voyez, un portefeuille comme ça, peut-être qu'on peut le faire plus petit, prenez position. Conjuguez-vous dans le futur, projetez-vous. Mais il y a d'autres marchés où on voit le marché de section 8 qui est en train de grandir, la demande qui est en train de venir. Et est-ce que ça va être les mêmes rentabilités que Détroit? Peut-être pas, pas loin. On travaille dessus. On travaille également sur d'autres pays. Comme vous savez, on a Phil en Colombie qui est là-bas, qui cherche de l'immobilier. Ça prend forme rapidement. Il n'y a rien de rapide dans l'immobilier. Pardon? Il n'y a rien de rapide dans l'immobilier. Non, ça prend forme rapidement, qui est plus. Qu'est-ce qui prend forme? Alors, rentrons un petit peu dans le sujet de la Colombie et sur Phil. Qu'est-ce qui prend forme dans Phil? C'est son expérience pour pouvoir sourcer les biens. On a décidé de travailler avec Phil parce qu'après avoir vu un peu ce qui se passe dans le marché d'Amérique latine, c'est très dur d'enlever les mauvais prix des gens locaux sur place. Ils ont l'habitude de travailler d'une certaine manière, c'est pas structuré, c'est d'Amérique latine. On recommence à négocier quand on a fini de négocier. Ça devient fatigant. Donc, l'idée, c'était de faire prendre quelqu'un qui a la capacité intellectuelle, qui a le désir de le faire et lui apprendre à quoi chercher, comment le chercher. Le laisser se casser les dents en disant « Oh mon Dieu, j'ai trouvé le meilleur deal. Super, et on le regarde le deal. Ah oui, il est beau, c'est vrai que l'appartement, il est beau. Mais on va faire ça. Ah ben les chiffres marchent plus. On y retourne. » Donc, on a fait ça avec Phil à travers les 6 derniers mois. Aujourd'hui, il comprend les recherches qu'on veut. Il comprend également ce qui est important pour nous. Excusez-moi. Ce qui est important pour nous. Il recherche pour les intérêts des token holders, là où lui, en tant que token holder, veut investir également. En ayant pu avoir les deux, on arrive aujourd'hui à quelqu'un qui comprend la psychologie et l'intérêt d'investissement de Realty,
en même temps comprend l'intérêt des token holders. Parce qu'aujourd'hui, quand Phil envoie un deal, ah, regarde, il est super, mais il y a ça, on peut pas faire ça parce que il prend tous les paramètres en place. Il arrive au niveau maintenant où on rentre à l'étape 2, où il va aller se casser les dents sur la gestion. Est-ce qu'il va faire la gestion tout seul au début? Non, absolument pas. Absolument pas. Il va surveiller les gestionnaires en Colombie pendant la première année. Après, est-ce qu'il en reprendra? J'espère, vraiment, parce qu'il aura vu toute l'expérience. Il aura vu là où le Colombien, gestionnaire colombien va vouloir se gratter un petit peu plus. Il va le savoir et il va pouvoir gérer nos propriétés Realty de manière très efficace. C'est une route un peu plus compliquée qu'on a pris, mais c'est une route où on se sent plus en sécurité. Parce que avoir accès aux experts, sourcing experts en Colombie, on y a accès à n'importe quel moment. Maintenant, avoir quelqu'un sur le terrain qui connaît notre philosophie d'investissement, qui veut nos intérêts à cœur et qui les matraque toute la journée, comme nous on le fait sur d'autres marchés, c'est ce qu'on voulait. Si on passe directement avec une grosse structure locale, ben on aura les prix d'étrangers qui veulent investir là-bas et puis il n'y aura pas de rentabilité, il n'y aura pas de travail et il n'y aura pas de vision. C'est comme ça. L'immobilier, il se fait dans les détails, se fait dans la gestion, se fait à l'achat, c'est vrai, mais ça peut très rapidement, si on ne surveille pas, partir en… tous les profits ou toute la rentabilité peut partir, on ne sait même pas où, dans des petits frais, ici et là, voilà. Donc, c'est vraiment un travail de chaque foulée et il nous faut quelqu'un sur place qui ait la philosophie du token holder à cœur. C'est ce que Rémi disait, je suis parfaitement d'accord. Bon. Je pense que Rémi, soit tu as vu une de mes dernières vidéos, justement, je me posais la question par rapport à ça, soit en tout cas, tu as répondu à cette question. Donc, parfait, en tout cas, c'est très clair. Il y a une grosse news que vous avez faite il n'y a pas si longtemps, c'est la fin de la limite des 2000 token holders. Et en effet, ça permet quand même d'ouvrir énormément de nouvelles choses. Parce qu'en effet, quand on est limité à 2000 personnes qui mettent entre 50 100 $, voilà, ça limite aussi forcément les possibilités. Est-ce que, du coup, vous allez commencer à travailler sur peut-être des immeubles? Alors, on a parlé avant les immeubles, notamment réévaluation, c'est peut-être complexe, mais des immeubles peut-être, en tout cas des projets avec des holdings à plusieurs dizaines, 20 millions de dollars, par exemple. Alors, il y a la limite des 2000 n'existe plus, mais il y a toujours des restreintes et d'autres limites. Ils en ont enlevé une pour en mettre une autre. Voilà, enfin, attention. On n'a pas la limite des 2000 tant qu'on respecte d'autres limites. Voilà. Mais est-ce qu'on peut faire des deals plus gros? Absolument. Et est-ce qu'on va en faire? Oui. Si l'opportunité est là, on la saisira. Mais est-ce qu'on regarde… Maintenant, oui. qu'est-ce que les limites des 2000 va vraiment changer? Qu'est-ce que ça change? La liquidité. La liquidité et le YAM, maintenant, va devenir hyper dynamique. Ouais. Ça va être beaucoup plus Chaque facile. propriété à 1000 tokens peut avoir 5000 personnes whitelistées. Il n'y a plus de limite, c'est assez génial. Par contre, on ne peut pas faire des propriétés plus d'une certaine valeur. Il faut toujours que la valorisation reste en dessous d'un certain montant à l'achat. Donc, c'est pour ça que les propriétés à 20 millions, on ne les verra pas. Il y en a, mais on ne les fera pas. La limite? La limite, alors, ça dépend des avocats. Disons que la règle des index flottants, comme j'aime dire, c'est 10 millions. Ça laisse beaucoup de marge. Voilà. C'est déjà pas mal. Avoir un bel immeuble à 8 millions de dollars, c'est exactement. Avoir un bel immeuble à 5-6 millions, c'est déjà pas mal. Donc, c'est vrai que ça répondrait aussi à plusieurs choses. Bon, on l'a vu la semaine dernière, on a eu des magnifiques offres entre les holdings et autres, mais à l'achat, ça a été un petit peu complexe. En tout cas, on va parler notamment après du nouveau système de vente. Mais forcément, si on a un plus gros immeuble à 8 millions de dollars, est-ce que ça ne simplifierait pas aussi ce problème? Alors, il y a une question Pas nécessairement. Voilà. Pas nécessairement. Il y a une question le site sera toujours engorgé, mais bon, en tout cas… Ce qu'on a remarqué, c'est que le site est engorgé quand il y a un yield supérieur à un chiffre. Dans les grandes propriétés, ce n'est pas évident que ce yield soit atteint. Maintenant, si jamais l'opportunité est là et qu'effectivement, il y a et la taille
tu dis 5, 6, 7 millions, et le yield qui est supérieur, enfin qui est dans la zone où tout le monde cherche à en acquérir. Il faut tout de même ne pas oublier que notre but est d'aller acheter cet immeuble. C'est pas que de faire la levée pour le plaisir de faire une levée et qui après tombe court du montant et on ne peut pas closer. Donc, il faut savoir qu'on a un temps limité entre le moment où on met la propriété sur le marché, parce qu'on met la propriété sur le marché quand on a déjà bien démarré la due diligence. Donc déjà, le temps qui nous reste après pour closer est vraiment plus court. Donc, on doit faire cette levée dans un temps restreint. Et si jamais l'immeuble est trop grand, il se peut qu'il y ait un engouement immense au début, mais qu'après, ça mette au fil du temps plus de temps à truc. Quand c'est un développement, ce n'est pas un problème parce qu'on paye au fur et à mesure du développement. Mais quand c'est une grande propriété achetée d'un coup, il faut qu'on prenne ça en considération, sachant est-ce que nous, on a la profondeur suffisante pour s'assurer qu'on fasse l'exercice qu'on a jusqu'au closing. Parce que sinon, il faut rembourser tous les token holders en disant, bon, ça n'a pas été levé, c'est jamais arrivé, mais n'empêche que si ça arrive une fois, parce que le titre n'était pas bon, donc on n'a pas closé, mais n'empêche que pour nous, il y a des frais derrière. On a les frais de travail, les frais de carte de crédit, les frais d'administration, les frais de trucs, et quand on rembourse, c'est une perte sèche. Donc, on ne veut pas faire ce genre d'exercice et on doit respecter un certain équilibre. Notre diversification nous permettra justement d'aborder de plus grosses propriétés. Et quand je parle de diversification, on est resté très focus dans le monde occidental. Là, on va bien pénétrer le marché d'Amérique latine et d'Asie. Et une fois qu'on aura ça, on pourra aller chercher des propriétés de plus de 5 millions en toute confiance, on va dire. Ok, très clair. Alors, il ne reste plus forcément beaucoup de temps, donc je vais zapper certaines questions, mais je voulais vraiment qu'on parle notamment des taxes. On a dit tout au début. Quel va être l'impact tu pouvais déjà nous rappeler aussi par rapport à comment vous fonctionnez avec les taxes, mais l'impact sur potentiellement les loyers, parce qu'on sait qu'on va commencer à payer certaines taxes, et au niveau des reventes. Alors, typiquement, Alcoy, c'est le seul exemple aujourd'hui de revente. Et par exemple, les taxes, ça a eu quand même un impact à peu près, on va dire 8-9% sur le montant de la revente. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette partie-là des fameuses taxes? Je vais parler sur la première partie qui est sur la manière dont on gère les taxes avec les propriétaires. Je pense que tu fais référence aux taxes qui ont un peu de retard de paiement. Ces taxes de retard de paiement, c'était aussi sur les taxes de capital gains, là, en l'occurrence. Sur Alcoy, c'était les taxes de capital gains. D'accord, ça, je te laisserai l'adresser, Jean-Marc. On négocie les taxes quand les taxes sont dues avec le gouvernement. Tu ne peux pas aller au gouvernement dire j'ai payé mes taxes en temps et en heure, je veux un prix. Il va dire non, je suis désolé, c'est les taxes, c'est comme ça. Tu vas voir le gouvernement en disant je veux un prix, j'ai pas pu payer mes taxes, mais je suis prêt à payer maintenant telle somme, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Oui, on peut se mettre d'accord. Et ça marche dans tous les États aux États-Unis. Point. Donc, c'est une stratégie pour pouvoir négocier les taxes au moment voulu. Dès que ça arrive à la date limite, c'est négocié, c'est payé, c'est réglé, et ça recommence. Et ça recommence pour le même cycle. Parfois, c'est une année qui est payée et on continue parce qu'on n'a pas réussi à assez négocier, on négociera plus l'année prochaine. Parfois, c'est 2 ans qui sont payés d'un coup, 3 ans, et c'est réglé parce qu'on a eu les discounts qu'on voulait. Mais ça se fait par des professionnels qui font ça toute la journée. On leur donne le dossier, ils se font payer un pourcentage de ce qu'ils économisent sur les taxes. Point. Ça te coûte 0. Eux prennent 30%. Si ils économisent $1000 de taxes, ils prendront $300 et nous, on a économisé $700 pour les token holders. On est d'accord, sur cette partie-là, il n'y a pas d'impact parce que du coup, l'argent, en tout cas des taxes, est déjà collecté tous les mois. Voilà. Donc ça, il n'y a pas d'impact. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas d'impact. Et c'est la bonne chose à faire. Parce que qu'est-ce qu'on veut pas? On veut garder les taxes le plus bas possible. Donc, on veut se battre pour les garder plus bas. Pourquoi? Parce que les taxes les plus bas possibles aussi donnent une plus grosse évaluation à la propriété. Maintenant, c'est vrai que les taxes sont en train d'augmenter aux États-Unis de manière considérable. Sauvage. Les loyers vont suivre également, mais c'est toujours décalé. Toujours décalé. Donc, il y a certains zip codes qui augmentent de manière, comme Jean-Marc dit, sauvage. Mais après, sur les capital gain tax, je vais y aller. Jean-Marc va en parler.
Pour ce qu'on l'a vu dans Alcoy et ce qu'on a vu d'ailleurs quand on a essayé de vendre, c'était laquelle? Mansfield ou Apolline? Apolline. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a eu des offres qui sont bien supérieures à la valuation qu'on avait dans le token, mais qu'après avoir factored in, après avoir pris en considération les capital gains, ça prend quand même une bonne partie des profits. Alors, ça, on ne peut pas y couper. Ce n'est pas possible. Alors, on prend les budgets de rénovation qu'on met en capitalisation pour diminuer le montant. On fait tous les exercices comptables qu'on peut imaginer, mais à la fin, il y a un profit et il faut payer l'oncle Sam. Personne, et on peut pas, personne n'y coupe. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Quel était le problème? C'est qu'on a vu vraiment cette différence qu'il y avait entre la valeur du token actuel et la valeur de la vente et résiduelle à la fin qui était quand même supérieure. Et on s'est dit, mince, cette différence ne devrait pas être là. Et ça rejoint les comptes simplifiés. Et ça rejoint la conversation qu'on avait sur la valeur intrinsèque. C'est-à-dire que notre modèle de token valuation, alors c'est quoi notre token valuation? C'est la valeur à laquelle l'émetteur accepte de racheter le token dans des conditions limitées sur un certain temps à une certaine valeur. Et voilà ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un marché secondaire qui est indépendant, qui n'a rien qui fixe son prix. Ce qu'on veut, c'est que ce prix auquel l'émetteur accepte de racheter le token soit consistant avec les capital gains et certaines deferrals qu'on a pu faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire et on veut l'annoncer en même temps que les premiers comptes simplifiés pour que justement il y ait une cohésion parce que sinon ça va être la course, j'achète, je vends, etc. Ça va être un chaos. Donc on doit synchroniser les deux et c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est pas deux travails compliqués, mais c'est deux travails quand on les fait simultanés qui sont plus difficiles que ce qu'on peut. Il y a toujours. 80% du travail est fait dans les 20 premiers pourcents du temps, mais voilà. Les 20-80. Les 20-80. Pareto s'applique à tout le temps. Ouais, partout. Et puis, encore une fois, il y a 600, 700 sociétés aujourd'hui, donc ça fait, encore une fois, beaucoup de travail. Beaucoup de travail et beaucoup de paperasserie. N'oublions pas que même si vous avez un token, même si ceci et cela, déjà, vous le voyez quand vous signez les documents, mais la paperasserie qu'il y a derrière est absolument... alors, il y a beaucoup de dématérialisation. On ne tue pas nécessairement des forêts entières, mais il y a aussi beaucoup de papier qu'il faut avoir. C'est de l'immobilier. Ça reste de l'immobilier, encore une fois. Donc, il ne faut pas l'oublier. J'ai encore deux questions pour moi importantes sur la partie immobilière. Donc, juste, on va... Rémi, la partie travaux. Alors, c'est un cheval de bataille. Je pense que tu as déjà vu mes vidéos. C'est voilà, l'enveloppe travaux. J'aimerais savoir comment tu la détermines. Et je prends juste un exemple. Par exemple, la semaine dernière avec les propriétés, parfois on avait une enveloppe travaux à 6 500, une parfois était à 6 000, l'autre 6 200. En fait, et pas forcément d'explication. Juste que tu nous expliques comment tu détermines cette enveloppe travaux et pourquoi elle n'est pas plus détaillée. Voilà, juste me rappeler ça. Parce qu'on a des checklists où on regarde les enveloppes travaux. Mais la checklist, quand on regarde une enveloppe travaux, c'est on va voir le boiler. Je prends un boiler, par exemple, qui est le ballon d'eau chaude et le chauffe-eau pour l'eau de la maison. Je regarde le chauffe-eau, je sais qu'il reste 2 ans dedans. Dans 2 ans, on va devoir le changer. Il vaut mieux le mettre sur la checklist maintenant, comme un team qui va être changé, que de revenir dans 2 ans. C'est pas qu'on va le changer tout de suite, on le changera dans l'année avant qu'il rende l'âme. On voit un toit. Un toit doit être patché, il peut être reshingle, il y a plusieurs options. Est-ce que ça doit être fait aujourd'hui immédiatement? Non. Est-ce que ça doit être fait dans 6 mois? Absolument. Donc, le budget travaux, il est mis dans ce qu'on voit dans les items, dans les postes possibles de ce qui va se passer dans un futur relativement proche. Généralement, on va pas plus que 24 mois parce que la maison a de la vie, il y a de l'activité. Et si je peux rajouter aussi, il y a une checklist comme Rémi a dit, c'est vrai, il y a tant de fenêtres à changer, il y a les fenêtres à repeindre, pas la peine de les changer, il y a des escaliers à trucs, ça fait une différence de $100, $100, des fois c'est $2000 pour telle fenêtre, il faut changer tous les trucs. Donc, on a les tarifs, quand on fait l'inspection, la due diligence, on a des tarifs assez,
Enfin, on connaît le Standardisé métier. aujourd'hui. Voilà, c'est assez standard. On achète les mêmes fenêtres, on achète les mêmes planches de bois, on achète la même peinture, on achète tout. Donc, on connaît les prix et on arrive à avoir une estimation assez juste. Et vous savez pourquoi Jean-Marc tire la gueule à chaque fois que je trouve une de ces belles maisons un peu historiques avec des belles fenêtres arrondies et des belles portes? Parce qu'on ne peut pas acheter ces fenêtres. Alors, les fenêtres de taille non standard, c'est un enfer. Voilà, c'est un enfer. Il faut le savoir. Une maison qui a des fenêtres taille standard, c'est facile à remplacer, c'est facile à maintenir, c'est facile à isoler, c'est tout. Les belles maisons, en général, celles qu'on aime voir sur photo, ben, dès qu'il y a un problème, ça coûte de l'argent. Voilà. Sur mesure, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Oui, mais et ça prend plus de temps. Et ça prend plus de main-d'œuvre. Parce que c'est un truc spécial, c'est un artisan, ou c'est pas la personne, ou alors il doit trouver la bonne personne pour le faire. Enfin, ça devient tout de suite, un effort, là où normalement ça prend quelques heures, un coup de fil et quelques heures et c'est fait. Voilà. Donc effectivement, on a des goûts différents dans l'immobilier, mais bon, on se retrouve. Voilà. Yes. Bon, je comprends quand même qu'il y a une checklist, plus ou moins. Bon, voilà, si ce serait bien parfois de la partager. Voilà, sauf que c'est une demande. Après, je vais le dire. Alors, ok. Ah, dis-moi. C'est peut-être pas nécessairement ce qu'on aime entendre ou ce qu'on partage souvent, mais quand on s'est mis à travailler chez Realty pour la première fois de notre vie, Rémi et moi, on s'est lancé dans, en quelque sorte, le retail. C'est-à-dire à avoir des investisseurs divers et variés, tout petits, qui viennent en grand nombre, on leur vend un produit. Est survenue avec ça une quantité incroyable de disclaimers et de responsabilités au niveau de la compliance qui était pour nous, mais absolument spatial. C'était l'espace. Genre, comment ça, je peux pas dire ça, je peux pas dire ci. Si je dis ça, il faut que je le fasse, il faut que je puisse le démontrer, etc. Vraiment, c'était inconnu pour nous. Et c'est devenu tellement pénible dans la communication que même des disclaimers, on a dit, il vaut mieux pas rendre le détail. Parce qu'après, en plus, on s'est rendu compte que quand on donne des détails, et si ça change, des fois ça change, des fois c'est truc, eh bien, on nous le reproche. On dit, oui, mais vous aviez dit que, donc c'est pas vrai, donc vous n'êtes pas professionnel. On s'est dit, ça vaut pas la peine ces mots de tête. On en a déjà beaucoup des mots de tête. Alors oui, on a le sourire comme Rémi dit, mais on a aussi des mots de tête. C'est pas toujours une sinécure, Realty. Donc, on a décidé de ne pas donner le breakdown détaillé des rénovations. Est-ce que ça va venir par la suite? Je crois qu'on a perdu Rémi. Oui. Est-ce que ça va venir par la suite? Alors, la réponse est oui. Ça va venir et justement, ça fait partie de l'intégration de la société de gestion immobilière dont on parle et qui prend du temps et qui est difficile à faire, surtout à distance, mais qui est en train de prendre forme en ce moment. Et là, on pourra avoir plus d'informations en live, en réel, voir le coût, voir le temps que ça met. Bon, est-ce que c'est de l'information qui est utile pour le token holder? Non. Est-ce que c'est sympa à avoir? Oui. Voilà, c'est ça la réponse. Est-ce que ça rajoute vraiment de la valeur? Non, pas du tout. Mais est-ce que ça rajoute une vie au token? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Mais c'est pour ça aussi qu'on ne le fait pas en priorité absolue. Après, tu sais, on n'est pas sur place, en effet, et on a envie de vivre la chose aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait, absolument. Donc, mais il ne faut pas penser que c'est du travail simple à mettre en place, hein, ça ne l'est pas. Non, mais ça, je n'en doute pas. Dernière question sur la partie immobilière, notamment des partenariats. Donc, développer de nouveaux sourcing, partenariats. Donc, il y avait du coup Roofstock à un moment. Donc, je ne sais pas si donc, ce partenariat est toujours d'actualité ou pas. Et est-ce que du coup, vous travaillez activement sur des nouveaux partenariats? Alors, Rémi, tu veux… Alors, sur Roofstock, le partenariat a ralenti. Leurs fees ne rendaient pas les deals possibles. La compagnie Roofstock elle-même a pris des virages différents. Ils ont fermé leur on-chain division. Donc, Roofstock on-chain n'existe plus. Ils ne font pas de tokenisation. Est-ce qu'ils nous proposent des maisons? Oui. S'ils peuvent négocier, si on peut négocier leurs fees et les réduire de manière considérable, dans ce cas-là, on achètera, mais sinon, ça rend le deal complètement inintéressant. Alors, ça revient
à la conversation qu'on a eue au début. Donc, vous voyez, on fait le tour, c'est bien, en disant que chez Realty, on cherche à grandir des équipes immobilières en interne. Pourquoi? Parce que l'image, la vision d'origine qui était de travailler avec des partenaires différents qui n'étaient pas reliés à Realty, mais qui étaient experts dans leur monde, était belle, mais pas réaliste. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vend son immobilier, il a une seule mission, une seule, le vendre le plus cher possible. C'est tout, ou se prendre le plus de fees possible. C'est l'un ou l'autre. Mais l'un dans l'autre, ça ne fait pas l'affaire du token holder. Quand on a créé Realty, notre but était d'acheter dans le meilleur intérêt de l'investisseur. Et on le démontre en donnant des services comme le YAM gratuit, en faisant, etc. Enfin, et en travaillant dans la gestion, en étant dessus. Eh bien, quand on appelle un professionnel ou un tierce, lui, il s'en fout. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. Et il ne le fait qu'une seule fois. Et je ne lui jette pas la pierre. Et on a essayé de leur dire, pensez long terme, faites de l'argent. Tout le monde est d'accord pour que vous fassiez de l'argent. Mais ne soyez pas sauvages. Voyez une relation long terme, on va avoir beaucoup de volume. Ça ne marche pas. C'est pas dans la mentalité américaine. C'est pas comme ça qu'on voit. De toute façon, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, on prend le plus possible du premier coup. Point. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de chercher des experts dans leur domaine et de les amener dans Realty. Des experts dans le commercial, des experts dans le hospitality, etc. Les amener et faire des acquisitions pour les token holders, mais au sein de Realty. Et non pas avoir des partenaires externes. On avait essayé de faire des fonds d'investissement qui doivent vendre. Ils sont ce qu'on appelle en sunset. Donc, ils sont obligés de vendre. Ils ont une date limite. Hein. Ils doivent vendre. On s'est dit, bon, on est l'exit idéal pour eux. Mais pas du tout. Pas du tout. Même si je leur disais, vous saurez qu'à telle date, votre prix sera vendu, vous n'avez pas à payer les frais d'agent, vous n'avez pas à payer le marketing, vous n'avez pas à faire ceci et cela. Donc, que des avantages, c'est pas passé, ils veulent le prix. Quitte à dépenser plus après, ils veulent le prix. Point, c'est tout. Et dans ce cas-là, le prix, c'est pas rentable c'est pas les mêmes prestations, c'est pas le même yield que l'on peut obtenir en intervenant directement dans le marché. Donc, voilà. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes plus sur aujourd'hui du recrutement en interne, type Phil Forscher, par exemple. Voilà, vous êtes plus sur cette partie-là. Oui. OK, très clair. Et justement, est-ce que vous vous préparez à l'arrivée d'une masse de liquidités avec le bull run? Parce que, est-ce que c'est prévu? Parce que, bon, encore une fois, personne n'a de boule de cristal, mais beaucoup de liquidités risquent d'arriver dans l'année qui arrive, en tout cas 2025, on verra quand. Est-ce qu'on se prépare à ça? Oui. On se prépare à ça. Moi, je suis précautionneux. Par le cours de business normal. On se prépare pour trouver les meilleures propriétés qu'on cherche régulièrement. Est-ce que ça veut dire qu'on va en trouver plus? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on va travailler plus pour en trouver plus? Je l'espère. Mais on n'arrête pas de toutes les façons notre sourcing. En tout cas, le sourcing fait partie des gros sujets chez Realty. Gros sujet. Et c'est vrai que notre équipe de sourcing doit grandir. Parce que trouver des biens, comme on l'a dit au début, toutes les semaines, régulièrement, tous les jours, si possible, et dans un marché comme Détroit qui maintenant est sélectif. Attention, quand on a démarré Détroit, c'était idéal pour le modèle actuel. Pourquoi est-ce qu'on faisait le glouton? Tout était à un prix qui nous permettait d'aller vite. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le glouton du tout. On doit, Brightmoor qu'on a fait, c'était une super transaction, mais qui était très spécifique, qui est un enfer administratif. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a eu. Parce qu'il y a des filings, il y a des trucs, nous on s'y connaît bien, mais on l'a eu grâce à ça. Donc c'est devenu beaucoup plus sélectif. Et pour pouvoir en trouver régulièrement, il faut un département de sourcing plus grand que ce qu'on a. Donc on doit grandir ça aussi. Ok. Très bien. Voilà. J'espère que vous travaillez activement aussi sur cette partie-là, mais je sais que vous travaillez, je pense, à peu près 36-40 heures par jour, je crois. Disons qu'on travaille beaucoup plus par jour que ce qu'on pensait qu'on le ferait quand on a commencé Realty. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Voilà, de toute façon, c'est souvent comme ça quand on crée sa boîte, on ne s'y attend pas, mais bon, continuez, nous, ça nous va. Derrière on va passer au dernier point et il nous reste plus beaucoup de temps. Juste un peu de perspective d'avenir. Donc, allons assez rapidement. Quels sont donc les pays qui sont prévus? Donc là, la Colombie, ça, on l'a bien compris.
qu'est-ce qui est prévu comme continent? Alors, je sais qu'il y a l'Europe, mais est-ce que tu as des Alors, plus spécifiques ou pas? Et d'ailleurs, peux-tu nous parler de cette partie-là? je vais parler de l'Europe vite fait. Ça va dépendre de l'évolution du regulatory, des régulations. C'est quelque chose qui est… Alors, on a dit que le diable est dans les détails. Moi, je dis que là, c'est un gros démon qu'il faut aborder. Il y a des choses à faire. C'est lent, c'est long, c'est douloureux, mais on avance et puis on va voir ce que ça va donner. Il y a d'autres continents qui sont beaucoup plus enthousiastes, notamment Moyen-Orient, Middle East, Far East, qui sont très, très prometteurs et qui ont, surprenamment, un environnement juridique de tokenisation avancé maintenant, qui n'existait pas ne serait-ce que 2 ans. Ça s'est développé en 2 ans avec des zones franches, avec des trucs pour les startups, les fintech et tout ce qu'on veut. Et ils ont été vite en besogne. Donc, oui, je pense que moi, je regarde beaucoup là-bas, tandis que Rémi se concentre beaucoup sur le continent d'Amérique latine. Je pense qu'on peut dire ça. Il y a l'Amérique le Canada. latine. Rémi retourne au Canada aussi. Il y a l'Amérique latine que je regarde, il y a le Canada que je regarde, et je vais absolument devoir regarder l'Indonésie aussi, surtout vers le mois de janvier, février. Oui, il faut aller visiter des biens, c'est important. On Bali. va en parler, Rémi. Pas encore. On va en parler. Non, je regarde beaucoup l'Argentine, en fait. En ce moment, je regarde beaucoup l'Argentine. C'est un des pays qui a la plus forte croissance prévue pour 2025 avec 8,5%. Avec Milei, ce qu'il a fait, c'est génial. C'est un des marchés. Il y a aussi un autre proverbe qu'on dit qu'il faut acheter un couteau quand il monte, pas quand il descend. Le couteau, il est en train de monter en Argentine. Maintenant, est-ce que ça va durer ou pas? Comme j'ai dit au début, c'est de la pierre. Les gouvernements ne durent pas, les régulations changent, mais la pierre reste. Donc, c'est un bon marché. N'empêche que dans le cas d'Argentine, moi, mon analyse, c'est vrai que ça explose. Si jamais le prochain gouvernement reste dans la même lignée, là, ça va se consolider. Et là, moi, j'irai, je ferai le glouton. Mais moi, je vais être là, je vais faire le glouton avant, parce que les chances que ça se consolide sont assez là où bien. Moi, j'ai 10 ans de plus. Et je suis plus précautionneux. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on va faire des demi-gloutons. Demi-glouton, ça nous va aussi. Hein. On a dit à demi-glouton. Bon, en tout cas, moi, je suis assez ravi parce qu'une de mes questions, c'était pourquoi aller dans cette Europe un peu vieillissante avec des perspectives. Il faut être très honnête. Aujourd'hui, c'est pas l'économie la plus florissante, l'Europe. Hein, donc, et je pense que vous avez déjà mis beaucoup d'énergie, en tout cas, peut-être Jean-Marc, sur l'Europe. Et donc, je trouve que c'est des très bonnes nouvelles. Donc, je suis assez rassuré là-dessus. Écoutez, l'Europe a sorti le régime pilote qui est un petit bijou. C'est un texte de l'initiative de l'ESMA qui est vraiment merveilleuse. C'était génial. Ça a mis l'Europe bien en avance des États-Unis qui, à l'époque, avec Lou Gessner, étaient en train de taper sur tous les projets blockchain qui existaient. Tous. Dès que ça sortait, ils tapaient dessus. Et l'Europe est sortie avec le régime pilote qui était une petite merveille. Le problème, ça a été l'application. L'application est tellement paralysante, astreignante et contraignante qu'il n'y a presque pas de projets aujourd'hui qui sont entrés dans le régime pilote. Je crois qu'il n'y en a que 2 et partiellement dans toute l'Europe. Okay, et c'est un projet de 3 ans, renouvelable 3 ans. Ça fait déjà 1 an et demi. Donc, ceux qui rentrent maintenant, ils n'ont plus qu'1 an et demi potentiellement parce que vu qu'il y en a très peu, ce n'est pas sûr que ce soit renouvelé. Alors, c'est dommage parce que l'initiative était incroyable. Comment dire, toutes les raisons, tout était bien fait. Tout. Et toutes les raisons du monde d'être optimiste justement pour l'économie européenne, même vieillissante, mais pour faciliter les transactions, c'était super. Malheureusement, l'application est très difficile. Très. Voilà. Ça fait partie du parcours du combattant que Et réussit maintenant, fait. aux États-Unis, c'est l'inverse. Maintenant, avec Elon et avec Donald, ils parlent de dérégulation. C'est le mot qu'ils utilisent tout le temps. Donc, là où les États-Unis étaient insupportables et l'Europe visionnaire, maintenant, c'est les États-Unis qui sont, eux, visionnaires et l'Europe qui reste difficile dans leur application. Je pense que ça va s'ouvrir à un moment. Je pense que ça a mis du temps simplement à aborder certains défis qu'ils n'avaient pas anticipés. Mais une fois que c'est fait, les portes s'ouvriront. Voilà ce que je pense. Je reste optimiste. Okay. Et sur ce, je pense qu'on a fait le tour.
Yes, on a vu toutes les questions. En tout cas, bah, parfait. Merci en tout cas pour votre temps. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Et est-ce que vous avez un dernier petit mot pour la communauté? Je voulais juste vous Continue dire tes merci vidéos, beaucoup. Cédric, elles sont sympas. Et merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de nous poser des questions. C'est toujours bienvenu. Les critiques constructives aident énormément. Et on aime vraiment vous amener des bons produits. Et ben, vous en amenez vraiment des très, très bons. Et moi, je tenais vraiment à vous remercier aussi, bah, du coup, pour ce projet. Clairement, je trouve que c'est un game changer, en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent vraiment construire aussi bah, leur patrimoine, les revenus passifs. Et clairement, bah, j'aimerais que s'il y en a encore plus et que tu pouvais avoir encore plus. Mais honnêtement, bah, clairement, je vous souhaite que du positif pour l'avenir parce que finalement, ce sera aussi du positif pour nous tous. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se voit dans une prochaine. Allez, ciao. À bientôt.